Le docteur Catherine Zitoun, qui est donc psychiatre, pédopsychiatre, et bon, elle se présentera peut-être encore plus complètement. Et puis, avec l'aide de Gabriela Gusso, eh bien, elle voulait parler des nouvelles perspectives thérapeutiques dans les situations de violence subies et agies chez les enfants et adolescents. Donc, eh bien, je vais volontiers lui céder la parole. Et puis, en la remerciant d'avance, je sais que Madame Zitoun, vous êtes assez pressée, donc voilà, on fait vite. Oui, bonjour à tous. Merci Jacques Laurent de nous avoir invités à cette présentation et encore toutes mes excuses. C'est vrai que j'avais d'autres engagements cet après-midi, donc voilà, j'espère que ça ne gêne pas trop le reste de l'après-midi. Et voilà, donc on est là avec Gabriela Gusso, qui doit être, je ne sais pas où, mais sûrement quelque part dans la toile. Euh, bon, je ne sais pas où elle Ouais, est. il m'a semblé l'apercevoir tout à l'heure, donc oui, elle doit être parmi nous. Juste, excusez-moi, juste, Madame Zitoun, je compte sur Mireille pour vous donner la main hein, quand il le faudra. Voilà, parce que c'est vrai D'accord. il y a un PowerPoint et Oui. voilà. Ok. Ah, qu'est-ce qui se passe? Bien. Euh, Une toute petite minute, excusez-moi, j'essaye de retrouver une fonctionnalité. Bon, on n'a pas, c'est pas grave. Donc, je vais, comment faire là pour vous passer pour commencer avec le PowerPoint, pour vous présenter en fait une recherche, mais on peut déjà commencer comme ça. C'est En pas fait, il faut essentiel. partager l'écran. Il faut partager. En bas, vous avez une notification. Il y a marqué partager l'écran. C'est écrit en vert. D'accord. Et En bas, normalement, vous pouvez le faire. en bas de quoi? En bas de votre écran, juste au milieu. Tout en bas, vous avez une barre avec effectivement désactiver le son, démarrer la vidéo, etc., les participants, et vous avez C'est écrit en vert avec une flèche ouais. vers le haut. Mhm. Bon, ben, je ne vois pas. D'habitude, j'ai... Ah, ça y est, attendez. J'ai une barre. Arrêter la vidéo, partager l'écran. Voilà, j'avais pas Oui, c'est ça. vu. Ouais. Donc, Excusez-moi. vous pouvez le faire. Voilà. Voilà. Alors, donc, en fait, on va vous présenter une recherche dont on avait déjà commencé à vous présenter la méthodologie il y a quelques années. Je crois que c'était avant le Covid. Et avant l'épidémie de Covid, oui, dans la salle à Bagnolet. Et voilà, maintenant, on va vous présenter les résultats et ses applications, puisque cette recherche est terminée et qu'elle a donné lieu à une publication dans l'Encéphale, qui est une revue de psychiatrie euh, internationale. Et voilà. Alors, cette recherche, donc, elle a eu lieu il y a maintenant quelques années. Et pourquoi et en fait, elle se base sur une pratique de shiatsu que nous avons dans notre service depuis maintenant une dizaine d'années, avec justement Gabriela Gusso, qui est spécialiste de shiatsu et que certains d'entre vous connaissent. Pourquoi avoir voulu introduire le shiatsu en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent? Donc ici, précisons qu'on est dans un service qui est un service de psychiatrie publique, surtout de consultation, hôpital de jour. On n'a pas d'unité d'hospitalisation. Notre service dessert le 19e arrondissement de Paris. Pourquoi avoir cherché dans les médecines complémentaires? D'abord, il fallait se rendre compte, on se rendait bien compte qu'il y a des troubles qui sont résistants à toutes les formes de traitement.
hein, puisque ça fait longtemps que nous pratiquons dans ce service une pédopsychiatrie intégrative, c'est-à-dire qui peut faire appel à tous les moyens dont on dispose et qui ont prouvé leur efficacité pour traiter des troubles aussi variés que les troubles de l'attachement, les troubles du spectre autistique, les troubles de la concentration, mais aussi des troubles du comportement qui peuvent être sous-tendus par des difficultés éducatives, et ou des maltraitances. Enfin, c'est tout le champ de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Et donc, certains troubles sont résistants à toutes les formes de traitement, toutes les formes de psychothérapie, que ce soit par une approche psychodynamique ou cognitivo-comportementale, résistant à la psychomotricité, résistant au traitement médicamenteux, chaque traitement pris isolément ou en association avec d'autres. Alors ces troubles, notamment, c'est des troubles du comportement, comme l'intolérance à la frustration, et ces troubles du comportement, ils peuvent être sous-tendus donc par des troubles précoces de la relation, des carences affectives, des troubles du spectre autistique et des traumatismes fréquents de la périnatalité ou de la petite enfance, tels que la maltraitance ou des psychotraumatismes. Et ce qu'on repère aussi ce que nous amène aussi la pratique analytique auprès des adultes, et puis auprès des enfants aussi, c'est qu'on sait bien qu'il y a des expériences qui laissent des traces corporelles. C'est des expériences qui sont enfouies dans le corps et qu'on atteint difficilement dans un temps court. C'est-à-dire, par exemple, on sait que dans l'analyse des adultes, on peut toucher à ces expériences, mais ça prend parfois de nombreuses années. Et avec les enfants, on n'a pas toujours ce temps-là. Notamment eu égard au fait que ça donne ces expériences de la petite enfance qui ont laissé des traces corporelles vont tout de suite se manifester très souvent par des troubles du comportement, des troubles des apprentissages, qui vont poser des problèmes à l'école, qui vont faire que l'enfant va être, par exemple, il est possible dans certaines écoles que l'enfant soit stigmatisé dans le milieu scolaire et que ça fasse ensuite beaucoup de troubles annexes et avec avec un tableau clinique parfois très impressionnant. Et voilà, on ajoute du trouble au trouble, du handicap, du surhandicap finalement. Donc, on est toujours à la recherche de traitements qui permettent de soigner ces troubles dans des délais relativement courts. Donc, moi, je cherchais pendant longtemps une praticienne de yoga pour le service, qui puisse donner des cours enfin, voilà, animer des ateliers thérapeutiques de yoga. D'autant qu'il y avait des résultats très encourageants, notamment d'études en Colombie-Britannique, d'études qui ont été faites dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires, où on montrait que la pratique du yoga tous les matins dans les écoles diminuait les troubles du comportement, améliorait les résultats scolaires et les résultats, les performances cognitives et améliorer l'empathie. Et donc, je n'avais pas trouvé de praticienne de yoga, mais il se trouve qu'à l'époque, voilà, il y avait une psychomotricienne du service qui m'avait parlé du shiatsu, qui avait demandé à faire une formation, qui m'avait donc parlé longuement de sa formation. Et c'est à ce moment-là, qu'il y a peut-être une quinzaine d'années, voilà, de manière tout à fait... Enfin, il n'y a pas de hasard, on dirait, mais et voilà, on s'est rencontré avec Gabriela Gusso et on a commencé à introduire le shiatsu, d'abord dans notre hôpital de jour qui accueille des enfants qui ont entre 5 et 12 ans et qui sont atteints de troubles du spectre autistique ou
euh, voilà, ou bien de psychose. Hein, et plus tard, on l'a introduit le shiatsu dans les consultations de CMP, centre médico-psychologique. Alors, je ne vais peut-être pas vous présenter le shiatsu. Je crois que tout le monde connaît, on va passer. Alors, on a commencé pendant plusieurs années dans le service à pratiquer le shiatsu, donc dans ce cadre d'hôpital de jour et puis de consultation, on avait des résultats assez encourageants qui nous ont poussé à monter une recherche afin de mieux documenter les effets du shiatsu. En effet, à l'époque, c'était très peu pratiqué en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, rarement. Et puis, il n'y avait aucune recherche antérieure en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent sur les effets du shiatsu. C'est pour ça que nous avons monté cette étude exploratoire afin de caractériser plus finement les effets du shiatsu. Et cette recherche a été supervisée par l'équipe du professeur Falissard, qui a une expérience de l'évaluation excusez-moi, des médecines complémentaires. Donc, il s'agit d'une étude qualitative descriptive où nous recueillons les points de vue des soignants et des parents des enfants suivis en shiatsu dans le service. L'équipe de recherche était composée par 4 personnes, donc moi-même, Gabriela Gusso, et une stagiaire psychologue clinicienne qui était voilà, et une psychiatre, une jeune psychiatre, pédopsychiatre, voilà, qui sont venus dans le service pour faire la recherche. La méthodologie, donc, il s'agit d'une recherche qualitative descriptive à caractère non interventionnel. Donc, nous croisons les points de vue des soignants et des parents des enfants suivis en shiatsu sur les effets du shiatsu auprès des enfants. Le recueil des données est fait par donc 2 investigatrices, Hélène Rapin et Wanagi Garbous, indépendantes et non impliquées dans les soins sur le secteur. Bon, Wanagi était venue comme stagiaire sur le secteur pour plus de communauté, mais elle n'était pas impliquée dans les soins, ni dans les soins en shiatsu, ni dans les soins sur le service. Elle faisait un stage. Donc, l'inclusion, donc nous avons inclus les enfants suivis en shiatsu et bénéficiant ou ayant bénéficié d'au moins 3 séances de shiatsu et présentant tous les troubles que nous soignons dans le service, troubles du spectre autistique, troubles déficit de l'attention avec hyperactivité, troubles oppositionnels, troubles mixtes des conduites, violence, agressivité, puis des troubles émotionnels, des troubles de l'attachement. Bon, voilà. C'était très large. Donc, la recherche a été menée auprès des parents via un entretien unique semi-directif non inductif qui durait 30 à 45 minutes et on avait établi un guide d'entretien qui pouvait être utilisé par nos 2 investigatrices. La recherche a également été menée auprès des soignants par l'intermédiaire de focus group et les soignants, bien sûr, qui participaient à ces focus group ignoraient les résultats préliminaires de la recherche. Et la recherche était également menée auprès des enfants suivis en shiatsu par l'observation d'une ou de plusieurs séances de shiatsu par les investigatrices. Donc, on s'est attaché lors de ces entretiens et de ces focus group à observer et investiguer les dimensions suivantes. Les dispositions de l'enfant avant la séance, l'apaisement, le sommeil, l'attention, concentration
et son degré de présence au monde, sa relation aux autres, le rapport au corps et à l'image du corps, la demande, réappropriation du shiatsu, soins corporels, c'est-à-dire comment à la maison, il va redemander à ses parents de refaire des mouvements. Et on pourra vous décrire ça après. Également, l'autre dimension, c'est la relation avec la praticienne de shiatsu, les effets immédiats des séances, les effets dans le temps et s'il y avait des effets négatifs. Et quelles étaient les représentations du shiatsu chez les soignants et les parents. On avait convenu de faire un échantillonnage raisonné jusqu'à saturation des données et on s'est aidé d'un logiciel d'analyse des corpus d'entretien, une analyse interprétative phénoménologique. Alors, les résultats. Le taux de participation, c'était 48%. Et en fait, les parents qui ont refusé de participer, c'était surtout des parents dont les enfants étaient suivis en hôpital de jour. Donc, ça faisait partie souvent des enfants les plus malades de toute notre cohorte. On a pu réaliser 13 entretiens réalisés avec des mères d'enfants, 7 observations de 2 séances chacune et 2 focus group, l'un avec 5 soignants et l'autre avec 8 soignants. Pour 73% de la population qu'on a pu étudier, il s'agissait de patients avec autisme et pour 27% de la population étudiée, c'était pour des patients qui étaient atteints d'autres, qui présentaient d'autres diagnostics, ceux que j'ai cités tout à l'heure. Alors, entrons dans le vif du sujet concernant les résultats. Ce qui a surtout été marquant, ça a été les effets sur le sommeil, l'attention interne, la concentration attention et les degrés de présence au monde. Et les réponses, quand je dis c'est marquant, c'est que les réponses des parents sont corroborées par l'impression des soignants. Alors, ce qui est à noter, c'est que pour toutes ces séances, et on l'observe régulièrement, ça provoque un endormissement jusqu'au sommeil profond, dès le milieu ou la fin de la séance. Sur les 7 parents qui ont répondu à cette question, 4 trouvaient régulièrement leur enfant endormi, en sommeil profond en fin de séance. C'est-à-dire qu'on a du mal à les réveiller. Ces 4 enfants sur 7, indépendamment du trouble de départ, ce qu'on repère, c'est une très bonne qualité de sommeil et un besoin de sommeil qui persiste la nuit qui suit la séance. Pour l'un des enfants, le parent note une amélioration du sommeil nocturne avec un effet durable dans le temps. Dans 91,6% des cas, les enfants sortent de la séance plus apaisés, plus calmes, plus détendus. Et pareil, ces réponses des parents sont corroborées par l'impression des soignants. Et il y a un fort taux de réponse à cet item. Et les effets sont durables dans le temps chez l'un des patients. On note également des changements dans la relation aux autres pour les enfants avec autisme. 85,7% des parents notent un changement depuis le début des séances, c'est-à-dire notamment dans le degré de présence aux autres et dans les possibilités d'interaction avec les autres. Chez 3 des enfants, on note une amélioration ou une apparition du contact par le regard. Chez 3 enfants, on note l'apparition du jeu social et depuis le début des séances de shiatsu, 2 des enfants répondent à l'appel de leur nom et aux sollicitations. 2 autres réagissent à l'absence de leur mère. 2 enfants acceptent les câlins et le contact physique
où ils réagissent de manière positive. Alors, on note également un changement dans le rapport de l'enfant avec son corps et à ses frontières corporelles et à l'image de son corps, dans 83% des cas d'enfants avec autisme. Chez 2 des enfants, à partir du début des séances de shiatsu, est apparue l'acquisition de la propreté. Chez un enfant, l'apparition des jeux de coucou caché. Chez un enfant, l'apparition d'un comportement nouveau. Cet enfant-là esquive un vélo qui vient vers lui dans la cour d'école. On note également un effet sur la parole, notable chez 2 des enfants, dont l'un avec autisme. Chez l'enfant suivi pour d'autres troubles, la praticienne de shiatsu et l'observatrice notent une libération de la parole durant le temps des séances. Cette parole porte sur l'évocation de souvenirs traumatiques et sur la nomination des émotions présentes. Chez ce même enfant, l'observation des séances note des conduites régressives. Se mettre sous une table ou dans un lieu clos, un placard, s'envelopper dans une couverture, un jeu de cache-cache habituellement pratiqué par des enfants de moins de 6 ans. Deux des enfants marquent un empressement à aller aux séances de shiatsu, tandis qu'ils freinent, voire pleurent pour aller à d'autres soins. Dans l'intervalle entre 2 séances, 76,9% des enfants parlent du shiatsu, réclament à leurs parents des massages, des contacts corporels. Ils peuvent tendre leurs pieds, leurs mains, leur dos pour réclamer un massage ou une percussion. Certains des parents se sont réappropriés spontanément certaines des pratiques du shiatsu et les donnent à leur enfant entre les séances. 4 des parents ont manifestement un transfert positif à l'égard de la praticienne de shiatsu et nous n'avons observé aucun effet négatif du shiatsu. Alors, quand même, voilà pour les résultats bruts. On va maintenant discuter évidemment ces résultats. Alors, le taux de participation n'était pas très important, mais ce qu'il faut voir, c'était 50%, c'est-à-dire un enfant sur 2 des enfants suivis en shiatsu sur le pôle. Mais il faut voir que dans le 19e arrondissement et dans la patientèle que nous suivons sur le service, la majorité des parents sont allophones et ou souffrant d'une grande précarité sociale. Également, les effets observés dans cette étude résultent de la pratique d'une seule praticienne. Donc, on a cherché, mais on n'a pas pu trouver un autre service qui acceptait de faire la même recherche que nous exactement, mais avec un autre praticien de shiatsu. C'est ce qu'il faudrait faire idéalement, parce qu'il faut éliminer l'effet personne et être sûr qu'il s'agit bien du shiatsu et non pas de la personne qui donne le shiatsu. Et bien sûr, comme vous vous en doutez, le shiatsu n'était pas le seul soin pour ces enfants, mais il était inclus dans un panel de soins, notamment soins multidisciplinaires en hôpital de jour ou en CMP. Les autres soins pouvant être bien sûr en hôpital de jour, plusieurs groupes thérapeutiques par semaine et aussi des soins individuels, consultations, pédopsychiatriques, psychothérapeutiques, consultations individuelles en psychomotricité et sur le CMP, prise en charge individuelle par une infirmière ou un éducateur et également de l'orthophonie. Les enfants avec les autres troubles que les TSA sont également pour la plupart suivis en prise en charge multiple.
quoi qu'on en a un, je crois qui a participé à la recherche, un ou deux enfants que Gabriela Gusso continue à suivre aujourd'hui et qui a maintenant pour seul soin le shiatsu et des consultations pédopsychiatriques de temps en temps. Et c'est intéressant d'ailleurs parce que je crois qu'on pourra en parler après, mais depuis ce qu'on a pu noter, c'est que après qu'on ait terminé cette recherche, ça fait maintenant plusieurs années, évidemment la pratique de shiatsu continue dans le service et tous les résultats que nous continuons à colliger corroborent tous les résultats que nous avons observés dans la recherche. Pour continuer cette discussion, donc évidemment, les enfants ayant des prises en charge multidisciplinaires, des soins autres, on ne peut affirmer que les effets d'amélioration observés sont dus au shiatsu, mais ce qu'on peut dire, c'est que celui-ci contribue à l'amélioration de l'état clinique ou la potentialise. Mais néanmoins, on peut quand même dire que certains effets, notamment ceux observés pendant la séance ou au décours immédiat de la séance, sont directement liés au shiatsu. Par exemple, l'endormissement, le sommeil profond pendant les séances, l'apaisement, et ces trois facteurs qui durent dans la soirée ou les jours qui suivent la séance. Et d'autant qu'on observe ces mêmes effets, donc comme je vous le disais, chez des enfants suivis en shiatsu et ayant arrêté toute autre prise en charge. Donc, malgré ces limites que nous venons d'énoncer, cette recherche met en évidence un effet du shiatsu sur la tension interne via un apaisement durable dans le temps, un effet du shiatsu sur la libération de la parole pendant les séances. Donc, et c'est là ce que je vous disais en introduction, c'est que c'était un peu ce que nous recherchions, notamment pour les enfants qui ont des passés de carences affectives précoces ou de psychotraumatisme, c'est que le shiatsu donne potentiellement accès à une mémoire enfouie dans le corps, notamment mémoire de violence subie, ce que je nommais tout à l'heure des traces corporelles. Donc, par ces voies, celles que nous venons d'énoncer, la tension interne, l'effet sur la tension interne, l'effet sur la libération de la parole quant à un passé de violence subie, ce qu'on peut voir, c'est que le shiatsu a des effets sur la violence agie et les traumatismes de la petite enfance. Voilà, pour aller un peu plus loin que les symptômes pour lesquels nous recherchions des informations finalement dans cette recherche. Et cette étude qui a été réalisée en 2017-2018, ces résultats sont corroborés par les effets thérapeutiques obtenus auprès des enfants et des adolescents suivis de 2018 à aujourd'hui, notamment sur l'apaisement, l'attention interne et l'impulsivité. Donc évidemment, ça nous pousse à développer la pratique du shiatsu en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, particulièrement auprès des enfants autistes et dans les situations où les traitements classiques atteignent leurs limites. L'empressement des enfants à se rendre aux séances, leur demande envers leurs parents de développer le shiatsu au domicile ouvre des pistes à l'éducation thérapeutique afin que ces enfants puissent trouver eux-mêmes les moyens de leur apaisement. Enfin, ces résultats poussent à effectuer d'autres recherches pour préciser davantage les effets de cette pratique. Voilà, je vous remercie de votre attention. Alors, c'est toujours un peu moins interactif de passer les PowerPoint de cette manière, mais voilà, on est méthode 21e siècle et c'est bien aussi qu'on puisse le faire. Voilà.
Merci beaucoup, Madame Zitoun. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il vous reste un petit peu de temps quand même Oui, 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 ou... oui, oui, oui. Oui, bon, Oui. d'accord. Alors, on va ouvrir un petit peu la discussion, bien sûr. En tout cas, merci pour ce compte rendu. Effectivement, on a suivi vos travaux depuis un certain nombre d'années, là, du coup. Alors, peut-être déjà, je peux partir du fil des chats. Il y a un message d'un Christophe qui dit Je donne des shiatsu à des ados dans la situation dont vous parlez. J'ai constaté que le shiatsu provoquait parfois des réminiscences, mais j'ai parfois du mal à évaluer les effets du shiatsu à long terme, car le shiatsu est pris dans un faisceau de soins, traitements médicamenteux, psychothérapie. Ça, c'est sûr, c'est toujours le problème qu'on a, mais on se situe dans les limites de l'éthique. On peut pas, et c'est pour l'évaluation de tous les traitements, c'est pareil. On ne peut pas faire des groupes témoins et des groupes contrôle, des groupes avec shiatsu, des groupes sans shiatsu. On est toujours dans les limites de ces types de recherches. Mais ce qui est intéressant, justement, c'est d'avoir que ces recherches soient documentées par d'autres résultats ailleurs. Là, par Oui. exemple, monsieur, vous dites que vous observez ces mêmes effets. Et ben, ça serait intéressant de croiser les résultats, puisque ce que nous cherchons à montrer notamment, c'est que cet effet est indépendant de l'effet personne. Ce n'est pas directement lié à la pratique de Gabriela Gusso, qui est une formidable praticienne de shiatsu, et que tous les parents, toutes les équipes de soins, tous les enfants aiment beaucoup, mais qu'on retrouve ça ailleurs, dans d'autres contextes. Il faut essayer de croiser, en fait. Voilà, c'est sûr que Mais oui, mais c'est absolument, intéressant. Ouais, ouais, absolument. c'est clair. Alors, il y avait une question de Marie-Ange qui demandait A-t-on une idée de la raison pour laquelle les parents des enfants les plus atteints ont refusé de participer? Ben, comme je vous l'expliquais, c'est en fait, euh, c'est souvent des parents dans qui sont allophones, qui ne parlent pas bien le français, qui ne le comprennent pas, et puis qui sont. Enfin, on travaille dans le 19e. C'est une Ouais, population qui, à la pathologie de l'enfant, rajoute le problème de la précarité, qui est assez importante et qui aggrave souvent la pathologie d'ailleurs. Et ces parents-là, bah, ils ont vraiment, je crois, d'autres soucis enfin voilà, ouais, d'autres bien soucis sûr, à régler qu'à participer à une recherche. Et ouais, ils avaient parfois du mal à comprendre, quoi. bien sûr. On n'a pas fait intervenir d'interprète, il faut le savoir. D'accord. Donc voilà, soit c'était possible de parler directement avec ses parents, soit c'était pas possible. Et alors, est-ce que les parents assistaient aux séances pour ceux qui ont accepté Alors, pas pendant la recherche, mais une fois que on commence le shiatsu auprès d'un enfant, d'abord, de manière générale, on prend le temps d'expliquer aux parents de quoi il s'agit. D'abord, le consultant qui propose les soins en shiatsu explique aux parents comment ça se passe, puis après, il rencontre Gabriela Gusso qui explique comment ça se passe. Et une fois que l'enfant a pratiqué un certain nombre de séances, si les parents le souhaitent, euh, pas tout de suite, mais si les parents le souhaitent, ils peuvent venir participer à une ou quelques séances. N'est-ce pas, Gabriella? Je pense qu'elle nous entend, mais Oui, je sais qu'elle est là, Gabriella. Allô? Vous m'entendez? Oui, oui. Ah oui, on d'accord, oui, t'entend. oui, oui, bien sûr, je suis là depuis le début de l'après-midi. Oui, 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 je confirme, Catherine. Je confirme Voilà. ce que tu disais. Mm. Il y a une question dont j'ai en partie la réponse, mais c'est mieux que vous la précisiez. C'est comment cette étude et conclusions sont diffusées dans le monde médical et tout public? Ben, monde médical et tout public. Bon, déjà, c'est paru dans l'encéphale, Oui, qui est quand même une garantie scientifique certaine. Donc, c'est indexé au niveau des publications oui. internationales. Et d'ailleurs, je reçois pas mal de demandes depuis la parution dans l'encéphale, Mhm. soit de tirer à part, soit de précision.
Maintenant, dans le grand public, non, pas particulièrement, non. On n'a pas l'occasion et peut-être qu'on n'a pas le temps aussi. Mais ça serait bien, oui. Ça serait bien. Oui. Bah, en tout cas, on vous remercie parce que alors là, on a eu une série de publications hein, en fait dans des revues scientifiques, mais c'est quand même la première, on va dire, étude publiée en France. Donc déjà, vous êtes les premiers et on vous en remercie. Mais juste, je rappelle que donc le syndicat, je l'ai dit tout à l'heure, mais le syndicat achète les publications, hein, puisque ça, en général, ça s'achète, et que donc si des gens ont besoin de documents, on peut leur fournir en confidentialité, et sinon, bah, vous pouvez vous-même, évidemment, commander ces études si vous en avez besoin de manière professionnelle. Il y a une question encore, enfin il y en a d'autres, hein, il y a pas mal de questions. Alors, c'est sur les... attendez, je suis désolé, en même temps je lis. Euh, comment inciter les établissements de soins à accepter un praticien en shiatsu? Question délicate. Ah. Bah, écoutez, moi je peux vous dire que dans mon hôpital, le GHU, groupement hospitalo-universitaire, psychiatrie, neurosciences Paris, en fait, ça passe par l'intermédiaire de vacations qui sont payées à des intervenants extérieurs. Donc, Gabriela Gusso, elle est vacataire au même titre que la comédienne qui fait des ateliers théâtre, au même titre qu'un artiste peintre. Donc, bon, voilà, hein, maintenant, voilà, c'est à l'appréciation de... Moi, j'ai choisi de privilégier le shiatsu euh, et sur d'autres techniques et donc de rémunérer une praticienne de shiatsu plutôt que de rémunérer d'autres types d'intervenants. Maintenant, voilà quoi. Ouais. Alors, j'ai une question qui est peut-être à côté de la plaque un peu. Hein. Je m'en suis désolé si c'est le cas. Je sais qu'à Angers, il y avait aussi une équipe qui travaillait un peu, alors eux, également en pédopsychiatrie. Donc, je ne sais pas où ils en sont. Je ne sais pas si vous avez des nouvelles Je ne sais pas non plus. On les avait rencontrés pour pouvoir justement faire la recherche sur deux plateaux chez nous. Oui. On avait déjà commandé la recherche, on leur avait transféré notre méthodologie et je sais de manière à justement développer, augmenter le nombre de sujets. Tout à fait. Je ne sais plus pour quelle raison ça ne s'était pas fait. Oui, c'est dommage, oui, parce que je crois qu'ils étaient partis aussi, eux, sur une expérience un peu similaire, quoi. Hein, mais bon, voilà. Tout à fait. Bon. Ouais, c'est dommage. Pour répondre à la question précédente, comment faire pour que Oui. un hôpital ou un établissement, je pense que c'est des types de techniques qui sont amenés à se développer avec notamment la paire aidance, le développement de la psychiatrie dans la cité, au plus près du domicile, au plus près des patients, l'éducation thérapeutique justement de la famille aussi, Ouais. la paire aidance, je pense que c'est amené à se développer. De la même manière que vous savez que de plus en plus les soins, que les modalités des soins changent et qu'on fait rémunérer des soins de plus en plus, c'est la maison du handicap qui paye des praticiens, qui donne de l'argent pour payer des praticiens dans le libéral et on peut tout à fait imaginer que avec ce type d'études, par exemple, la maison du handicap aujourd'hui, elle peut donner des sommes importantes, enfin importantes, tout est relatif, pour payer un psychomotricien dans le libéral, parce qu'on n'en a pas assez dans nos institutions de soins. Mais on peut très bien imaginer, justement, grâce à ce type de, pas seulement de recherche, mais de publication, parce que là, il y a une caution scientifique, que la maison du handicap paye
un praticien de shiatsu pour des soins auprès d'un enfant autiste, ou que ça se passe dans le cadre d'un CESAD. Il y a déjà des psychomotriciens qui travaillent dans les CESAD. C'est à voir si des praticiens de shiatsu ne pourraient pas travailler dans un CESAD. Hein. Il y a deux personnes là, qui sont des professionnels de santé qui auraient envie justement d'initier l'étude. Là, donc, est-ce qu'éventuellement ils peuvent vous joindre? Est-ce qu'on passe par Gabriella? Comment ça se passe? Oui, bien sûr. Ben, Oui, vous avez mon mail, vous avez celui de Gabriella, d'accord. sans souci, oui. Oui, oui, parce que c'est vraiment intéressant d'aller dans le sens de ce que vous disiez, c'est-à-dire de croiser et qu'il y ait un maximum d'études, même si elles sont observationnelles, de constater et de publier aussi. Hein. C'est vraiment très important. Là, je reprends ma casquette de secrétaire général, mais plus on aura de publications et plus on pourra effectivement être justement, avoir accès aux établissements de santé, avoir accès à des expériences comme les vôtres, hein, c'est clair. Ça rejoint la discussion précédente aussi. Hein. Il faut vraiment aujourd'hui aller vers une évaluation des publications, voilà, se confronter aux soucis d'évaluation. Absolument. Voilà, bah, écoutez, je ne sais pas, Madame Zitoun, si vous avez besoin de partir, on vous libère bien sûr, bien volontiers, et peut-être Gabriella après peut répondre aux questions plus spécifiques sur le shiatsu, peut-être, c'est comme vous voulez, je ne sais pas ce que Ben, vous je ne sais aviez pas, prévu. il y a d'autres questions? Écoutez, il y a des questions qui sont non, 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 Oui, peut-être qu'il peut y en avoir en direct. excusez, Hein. Oui, oui, oui. excusez-moi. Bonjour, docteur Zetoun, Bonjour. Christina à l'appareil. Je travaille à Strasbourg et moi, j'ai fait mon mémoire sur les personnes sourdes ou qui sont devenues sourdes. Et donc, j'ai eu l'occasion de travailler avec des sourds de la Maison Blanche. C'est un service à Strasbourg. Et je voulais savoir si je pouvais, s'il était autorisé d'utiliser votre étude pour que je puisse le présenter à ces services afin que je puisse continuer et être rémunérée justement pour ces séances de shiatsu parce que pour l'instant, je n'ai fait que présenter le travail, mais il est difficile avec cette population d'avoir une rémunération en direct. Donc, je veux passer par le service de l'hôpital et je voulais savoir si c'était possible d'utiliser Ben, vous pouvez votre tout à fait. Elle est publiée dans l'Encéphale, le numéro qui est paru en septembre. numéro Vous pouvez tout à fait vous procurer le de numéro et puis septembre. après, oui, vous citez la recherche. Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie. C'est très gentil à vous, docteur Zitou. De toute Merci bien. façon, à partir du moment où c'est une publication, que vous mettez les références de la publication, c'est public. Hein, donc, Mhm. Oui, mais je voulais quand même avoir votre autorisation, c'est normal. Merci, docteur. est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il y a d'autres questions, allez-y, n'hésitez pas. Il y a une personne qui demande est-ce que l'on peut intervenir dans un établissement de santé si nous ne sommes pas professionnels de santé? Écoutez, oui, comme je vous l'ai expliqué, en tant qu'intervenant extérieur. Ouais. En tant qu'intervenant extérieur sous forme de vacation. Alors, les vacations, on sait bien que c'est précaire hein, et que c'est pas, il ne faut pas s'attendre à des rémunérations mirobolantes, mais malheureusement, c'est tout ce que le public peut offrir. Maintenant, peut-être que dans le médico-social, c'est davantage possible avec des. Il faut aller chercher, je ne sais pas, il faut se renseigner auprès de. Par exemple, moi, j'imagine tout à fait que ça pourrait être fait, c'est des soins qui pourraient être également pratiqués dans les CESAD. Et les CESAD, ça dépend du médico-social. Que ça pourrait tout à fait, Gabriella, tu as fait ton stage ou quand tu as fait ta thèse, tu l'as fait Oui, dans un IME. oui, tout à fait, tout à fait.
tu as pratiqué, avant de venir chez nous, tu as pratiqué auprès d'enfants d'IME. Tout à fait, oui, tout à fait. Mais j'avais fait je suis titulaire d'un DU et c'était dans le cadre de la formation permanente, il y avait les sessions théoriques et un stage obligatoire et donc j'ai pu le pratiquer en IME, tout à fait. Et c'est comme cela que je me suis formée, auto-formée à l'autisme. En théorie et en pratique, voilà. Mais en effet, en IME, ça fait partie des lieux où on peut présenter l'autisme. On vous demande de préciser ce que c'est qu'un CESAD. Alors, un CESAD, c'est un dispositif qui dépend du médico-social, c'est pas du côté sanitaire. Et c'est un dispositif qui rassemble des praticiens qui peuvent être, tout dépend des CESAD, psychomotriciens, orthophonistes, psychologues, psychiatres, et qui prennent en charge un certain nombre d'enfants qui leur sont adressés ça passe par comment dire, l'orientation passe par la maison départementale du handicap. Et au CESAD, ils font un peu des soins à la carte en mixant en fonction des besoins de l'enfant. Ils font une évaluation et il va y avoir des soins en psychomotricité, en psychothérapie, en groupe thérapeutique. Mais l'intérêt aussi, c'est qu'ils peuvent intervenir au domicile et à l'école. D'accord, merci beaucoup. Ne me demandez pas de développer l'acronyme, je suis toujours perdue avec l'acronyme, mais j'ai horreur de ça. Service d'éducation et soins, c'est ça, à domicile. Oui, ben voilà. Voilà. J'ai lu, hein, je ne le connaissais pas, hein, je viens de voir. D'autres questions, n'hésitez pas, là. On a Madame Zitoun nous garde du temps, donc il faut en profiter. Hein. Allez-y. Il y avait une question pour Gabriella. Oui. Quelle était l'approche en fait que vous avez utilisée en shiatsu? La durée des séances, le type de toucher? L'approche, c'est quoi l'approche? Qu'est-ce que vous entendez par là? J'imagine que c'est l'approche en shiatsu. C'est Coralie Nico qui a posté cette question. Oui, non, alors je ne sais pas si c'est l'approche dans le sens de technique de shiatsu que j'utilise ou l'école de shiatsu à laquelle je me suis formée, qui est yokai, et qui utilise, et pour moi, ça a été je ne pourrais pas pratiquer ce que je fais sans travailler sur les extensions de méridiens. Voilà pourquoi je parle de yokai. Je ne sais pas s'il y a d'autres écoles, enfin l'école de Masunaga, puisque je ne travaille pas du tout, je n'ai pas la même approche qu'une approche classique. Je peux travailler, il n'y a pas de protocole, bien entendu. Il n'y a pas de bilan énergétique au niveau du dos, de l'abdomen, du hara. Il y a un travail d'adaptation continu à des changements de posture pour les enfants, surtout de position pour les enfants avec autisme, un travail continu d'adaptation à leurs demandes. Et à leurs besoins. Donc, je ne sais pas si c'est ce que l'on entend par approche. Si j'ai répondu à la question approche. Et d'autres, pour compléter, la personne demande quelle était la durée et comment tu as adapté les séances aux troubles. Mais là, bon, tu viens de répondre en partie à la dernière partie. Oui, la durée quand j'ai en IMA, j'avais 7 minutes par enfant. En hôpital de jour, c'est 30 minutes. Et au CMP, ça peut être de 30 minutes ou de 1 heure. Voilà. Donc, ça dépend des enfants. D'accord. Une question peut-être pour, pour vous deux. Est-ce que vous avez déjà suivi des enfants transgenres? Je suis actuellement en shiatsu,
un jeune garçon de 15 ans en transition, je me demande quels pouvaient être les effets du shiatsu. Moi, non. Pour répondre, non, on n'a pas d'enfants transgenres, comme vous dites, pris en charge en shiatsu. On a une consultation dans le service. On a ouvert depuis 2 ans une consultation prenant en charge des adolescents qui ont des questionnements et des souffrances quant à leur identité sexuée. Et ce qu'on peut dire, c'est que ça recouvre des problématiques très, très, très différentes. Qui peuvent passer des problématiques classiques qu'on retrouve à l'adolescence à des problématiques autistiques, mais voilà, c'est pas. Enfin, écoutez, non, c'est pas le lieu de faire faire une intervention ici sur cette question-là. Mais pour vous répondre brièvement, non, mais nous avons pas de shiatsu, on n'a pas adressé d'adolescents qui présentent ces types de problématiques à Gabriela. Non pas qu'on ne le fera pas si on pense que ça peut aider. Peut-être que dans certains cas, ça pourrait aider, mais de toute façon, toutes les indications sont pesées, réfléchies entre nous, et voilà, c'est quand même c'est des indications assez précises, et quand on oriente un enfant vers Gabriela ou vers toute autre forme de soins, on dit à Gabriela, voilà ce qu'il a cet enfant, voilà ce que j'attends du shiatsu. Et puis, ça fait l'objet d'une discussion entre Gabriela et le soignant, le psychiatre ou le psychologue qui lui adresse l'enfant ou l'adolescent. Et puis, ça fait l'objet d'un suivi régulier, d'analyse de pratique où, pour chaque enfant suivi en shiatsu, nous nous rencontrons régulièrement, Gabriela et moi, pour parler de ces enfants-là, pour réfléchir ensemble. Parce que Gabriela est parfois, et pas rarement d'ailleurs, dépositaire de paroles qui seraient bienvenues dans le cadre d'une psychothérapie. Et il faut voir aussi comment réorienter les choses, parce que, voilà, Gabriela, tu es praticienne de shiatsu, tu n'es pas psychothérapeute, et parfois, on a vu qu'à certains moments, ça pouvait devenir compliqué tout ça, et qu'on marchait sur des terrains un peu glissants. Oui, oui. Une question, je me souviens plus si vous l'avez évoquée, mais elle est posée. Donc, les séances ont-elles eu une influence sur l'évolution des traitements pharmacologiques? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question et je ne pourrais pas répondre parce il faudrait vraiment à ce moment-là qu'il y ait une recherche qui soit faite là-dessus. Est-ce qu'on peut tout à fait imaginer de monter une recherche là-dessus? Mais vous voyez que Gabriela est seule praticienne de shiatsu, elle a un nombre de vacations limité, une séance de shiatsu, ça dure une demi-heure, donc le nombre d'enfants qu'elle peut suivre en shiatsu n'est pas immense, quoique t'en suives pas mal, et il faut quand même qu'il y ait suffisamment de... Enfin voilà, il faudrait imaginer, mais on peut tout à fait imaginer une recherche multicentrique qui mette au travail cette question qui est très juste. Est-ce que ça pourrait permettre de diminuer les traitements médicamenteux? Ça paraît vraiment très intéressant de faire cette étude-là, multicentrée, comme vous dites. Ça paraît vraiment, et là, je pense qu'on va être le relais là, au niveau du syndicat pour que ça fonctionne un petit peu, hein, en sachant juste, Gabriela, d'ailleurs, je le dis pour tout le monde, que le syndicat a toujours accorde des bourses, hein, aux gens qui démarrent des études, donc évidemment après contrôle, hein, de la commission et qui s'occupe de ça. Mais voilà, il ne faut pas hésiter aussi, hein, quand il y a des choses comme ça, on peut aussi nous dégager, c'est le cas d'ailleurs avec l'étude d'Orléans, hein, qu'on finance en grande partie. Donc voilà, on n'a pas non plus des sommes folles à mettre en place, mais bon, voilà, c'est tellement important qu'on consacre une bonne partie de notre budget à ça aussi, hein. C'est vraiment important. Donc merci.
Alors, je ne sais pas, oui. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas hein, à les poser en direct, parce que là, on a un peu de temps. Enfin, si vous nous dites à Madame Zitoun, si vous avez des impératifs. Je vais pas tarder là, parce qu'en fait… N'hésitez pas, hein, n'hésitez pas. Ok. Bah, de toute façon, Gabriella me relaiera s'il y a d'autres questions ou d'autres points qui ont été abordés. Et puis, on reste à votre disposition. On peut tout à fait imaginer des recherches multicentriques. Et on vous remercie à tous de votre attention et à Monsieur Laurent, à Jacques Laurent de nous avoir invités pour cette conférence de présentation de notre recherche. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de dimanche et à bientôt à tous. Merci beaucoup, encore une fois. Merci. Avec plaisir. Au plaisir de vous revoir. Oui. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci à tous et bonne fin de soirée à tous. Alors.